Bonjour et bienvenue sur Télé 50. À l'école, nous avons appris que sans les Nils, l'Égypte serait un désert. C'est vrai, mais en République démocratique du Congo, les sources d'eau ne sont pas à compter. Il faudra même toute une étude là-dessus pour connaître les nombres. En plus de ça, dans ces grands pays à dimension continent, on compte, nous avons une saison des pluies la plus longue. Il y a même des régions où il pleut pratiquement toute l'année, ça veut dire 12 mois. Mais paradoxalement, il y a une difficulté énorme et un grand défi à relever, c'est l'accès à l'eau potable et comment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et pour en parler aujourd'hui, sur ces plateaux, j'ai reçu pour vous un expert, ingénieur Félix Lousset. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes expert en hydrologie et économie agricole. Comment expliquer ces paradoxes? Pourquoi le Congo aujourd'hui est en difficulté par rapport à l'accès à l'eau et l'autosuffisance alimentaire? Merci, monsieur le journaliste, de votre question. En tant qu'expert, je dirais qu'il faudra aborder cette question d'accès à l'eau et de l'autosuffisance alimentaire en deux volets. Premier volet, il faudra parler d'abord de l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi notre pays, la RDC, est à genoux? Donc, il faudra faire un pas en arrière pour ressortir les causes qui ont fait que le secteur agricole puisse être au niveau où il est aujourd'hui. En attaquant les causes, on pourra maintenant préconiser ou proposer les voies de sortie pour amener notre secteur agricole à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Quelles sont ces causes? Voilà, les causes remontent de l'époque post-coloniale. Comme nous connaissons tous l'histoire, vous êtes sans ignorer, vers les années 60, notre pays, la RDC, était présente dans l'exportation des produits agricoles. On exportait par exemple les cafés, l'huile de palme et que sais-je encore. Mais c'est la période post-coloniale qui a causé d'énormes problèmes suite aux mesures qui ont été prises brutalement par le gouvernement zaïrois en ces temps-là. Disons, les décideurs politiques avaient pris des mesures très brutales qui ont fait à ce que notre agriculture puisse être à genoux aujourd'hui. Parmi ces mesures, je peux parler de la zaïarnisation, de la radicalisation et de la rétrocession. S'il faudra entrer en profondeur de ces mesures nationalistes qui ont été prises par le fait Mobutu. Le fait Mobutu, oui, le président, le fait Mobutu. La zaïarnisation mettait l'accent sur le fait que la plantation et des activités agricoles qui étaient sous la disposition des étrangers devaient être récupérées par les autochtones, disons les Aïrois. Est-ce que c'était une mauvaise idée d'offrir ces atouts aux fils des pays? Pas une mauvaise idée. Si vous avez suivi dans l'introduction, j'ai dit des mesures étaient brutales. Comment cela? Parce que quand les autochtones ont récupéré les biens qui appartenaient aux étrangers, la plupart des acquéreurs n'étaient pas compétents. Ils ont juste montré de la convoitise en héritant ces biens. N'ayant pas la maîtrise de la gestion des exploitations agricoles et des activités agricoles, cela a créé un chaos terrible dans le secteur agricole. Et une année juste après cette mesure, le feu président Mobutu dirait « Ok, faisons un effort maintenant pour sauver ce qui est resté ». Il va proposer la dernière mesure que j'ai appelée la radicalisation, avec comme objectif de promouvoir et commercialiser certains produits agricoles. Et il va créer des offices. Et dans ces offices, le fait président Mobutu a placé des délégués. Comme la zaïarnisation, ces délégués placés pour commercialiser les produits agricoles étaient aussi incompétents comme le premier acquéreur. Et ils se sont rendus de bureaucrates, comme les Congolais veulent être tout le temps au bureau. Et en cravate. En cravate, oui, bien sûr. Et cela
a encore délabré ou mis à genoux le secteur agricole. Et il va se dire, bon, en fait, en dernière position, là nous sommes dans l'année 1976, il va proposer la dernière mesure qu'on appellerait cette fois-ci la rétrocession, avec l'idée de retourner aux étrangers les plantations agricoles si cela pouvait améliorer ou relancer le secteur agricole qui était presque à genoux. Et cela a causé aussi d'énormes problèmes. Pourquoi? Parce que les étrangers qui étaient traumatisés par la zaïranisation, oui. Ils se sont dit, bon, on ne peut pas encore rentrer pour recommencer les activités à zéro. Et d'autres même qui sont venus pour récupérer, ils étaient contraints, ils ont eu peur parce que certaines exploitations agricoles étaient récupérées par le membre proche des autorités de ce temps-là. Et c'est à partir de ce moment-là que le secteur agricole est tombé à genoux jusqu'aujourd'hui. Alors, on a bien compris, ces trois mesures ont conduit le secteur là où il est aujourd'hui. Bon, on peut dire qu'à l'époque, quand Mobutu a pris toute cette série de mesures, il n'y avait pas assez d'experts dans ces domaines-là. Mais aujourd'hui, nous avons nos universités qui ont formé des ingénieurs agricoles tels que vous êtes là, et tant d'autres, vos aînés. Pourquoi les années passent, on reste toujours à genoux? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le problème est que, à l'époque de feu président Mobutu, bien qu'il a tenté par ces trois mesures à relever le secteur, ça n'a pas marché. Mais quand même, il y avait certaines politiques qu'il avait mises en place pour tenter à sauver le secteur agricole. Prenons d'abord à l'époque du feu président Mobutu, les ingénieurs agronomes étaient considérés dans ces pays. Déjà, quand tu termines l'université, où que tu sois, en agronomie, tu as ta prime d'ingénieur agronome. Être dans un ministère ou pas, on primait les diplômes. Mais depuis, ça fait plus de 20 ans, on ne touche plus cette prime ici en tant qu'ingénieur agronome. Et il n'y a pas l'accent sur la recherche agronomique comme on le voit dans d'autres pays sous d'autres cieux. Moi, je viens de l'étranger, il y a de cela un mois. Mais on voit les étudiants qui font l'agronomie ailleurs, combien ils sont gâtés, combien ils sont envoyés en expion dans d'autres pays pour apprendre la recherche, la technologie. Mais ça ne se passe pas ici. Et alors, le problème n'est pas qu'il n'y a pas des experts. Le problème est au niveau de l'autorité publique, c'est-à-dire le pouvoir public. Parce que pour relever notre secteur agricole au point où il est aujourd'hui, il faudra définir ou redéfinir les politiques agricoles qui sont des choix délibérés du pouvoir public. Donc c'est l'État, en association avec des experts que nous sommes, ingénieurs agronomes, on peut faire appel à nous, monter un cabinet. Est-ce qu'il y a un grand arsenal d'ingénieurs agricoles au pays actuellement? Non, mais il y en a. Moi, je suis ingénieur agronome. J'ai terminé au campus, l'université de Kinshasa, en 2012. J'ai fait l'économie agricole là-bas. Et d'ailleurs, quand le professeur qui m'a appris le cours de gestion informatique en dernière année de l'université, il a dit, pour tout développement agricole, les agroéconomistes que nous sommes en amont et nous sommes en aval. Aucun projet agricole ne peut marcher dans ces pays sans faire appel aux agroéconomistes ou bref aux ingénieurs agronomes. J'ai aimé quand le feu président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, dans son cabinet, il a pris un professeur d'université de chez nous, un agroéconomiste, et un professeur de phytotechnie. Ils étaient dans son cabinet comme des conseillers en matière d'agriculture. Et vous êtes sans ignorer combien l'agriculture a pris l'ascenseur au niveau du plateau de Batéké. Il y a eu une création des services nationaux. Et on a produit les maïs à outrance au plateau. Moi, je fais 2 ans au plateau de Batéké, dans une ferme. Et on m'a montré des
endroits où le maïs a été produit aujourd'hui, c'est devenu comme déjà cher, il n'y a pas de production. Donc, c'est cela. Il faudra faire, il y a tout un arsenal, comme vous avez dit, des ingénieurs agronomes dans ces pays, mais qui sont déconsidérés, qui sont... Et attendez, pourquoi vous êtes là avec cette expertise? Il y a beaucoup d'ingénieurs agricoles à travers les pays, vous avez dit. Pourquoi ne pas vous organiser entre vous pour pouvoir booster ces secteurs en dehors des politiques, des pouvoirs publics que vous décriez ici? Mais déjà, je rappelle que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mis l'accent sur les services nationaux comme l'une des réformes, parce qu'il y a 5 grandes réformes pour booster le développement du pays. Mais déjà, avant tout ça, pourquoi ne pas vous organiser entre ingénieurs agricoles, hydrologistes et tout ça, pour créer des structures, des maisons de consultance, pour que les pouvoirs finalement comprennent que sans vous, il est difficile aujourd'hui de relever ces secteurs. Oui, bien sûr, vous avez raison, monsieur le journaliste. Ça, c'est un problème aussi à notre niveau qu'il faut relever. Nous, les ingénieurs agronomes, nous avons vu les docteurs en médecine s'organiser. Ils ont aujourd'hui l'ordre de médecins, l'ordre des avocats, tout ça. Mais à notre niveau, les choses ne marchent presque pas. Quand j'étais à l'étranger, j'ai demandé aux amis qui sont ici, mais nous pouvons nous organiser. Nous avons un nouveau régime. Nous organiser comme des médecins, comme des avocats pour créer notre ordre des ingénieurs afin de faire entendre notre voix. Et même si cela est fait, il faudra que l'État se réfère à nous en dressant des bonnes politiques agricoles s'il faudra sortir de cette calamité, s'il faudra sortir de façon durable de ces sous-développements, disons, de ces sous-développements agricoles. Et en tant qu'expert agronome, je peux proposer des mesures, il y en a nombreuses, mais s'il faudra d'abord sortir notre secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, premièrement, au niveau local, au niveau intérieur, il faudra d'abord mettre l'accent premièrement sur le rétablissement total de la paix dans notre pays. Parce qu'avec la guerre et des troubles, les activités agricoles ne peuvent jamais marcher. Et je salue la bravoure du président Félix Tshisekedi, qui est en train de lutter pour rétablir la paix à l'est du pays. Parce que beaucoup de plantations agricoles à l'est, à Ituri, Bunia, ont été laissées en jachère. Parce que la population était obligée de fuir et abandonner leurs exploitations agricoles. Sans la paix, rien ne peut marcher. Ça, c'est la première des mesures. La deuxième mesure, en tant qu'expert, il faudra faire ce qu'on appelle l'aménagement des territoires pour lutter contre l'exode rural. C'est-à-dire placer des conditions au minimum meilleures dans le milieu rural pour éviter cet exode rural. Aujourd'hui, j'ai consulté l'histoire. Il est dit là, cette ville de Kinshasa a été conçue pour abriter 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 10 millions d'habitants à Kinshasa. 17 millions. 17 millions d'habitants à Kinshasa. Donc, la population est en train de fuir de mauvaises conditions dans le milieu rural. Et déjà, la grande main-d'œuvre est concentrée, je voulais dire, dans le milieu rural. Et dès que la population... Non, mais à l'époque, on voyait dans nos villages, il y avait des maïs, des maniocs, des cicélas, tout ce qu'il faut pour manger. Et pourquoi aujourd'hui les gens abandonnent les villages? Parce que il n'y a pas de guerre quand même partout. D'ailleurs, aujourd'hui, la grande partie du territoire national est pratiquement pacifiée, à part quelques poches dans l'Est là-bas. Mais pourquoi même au centre, au Kasaï par exemple, à Bandundu, les gens quittent? Ils viennent à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Oui, les conditions sont précaires dans toute la République démocratique du Congo. Je vous ai dit, ou je peux dire, nous avons 3 secteurs pour le développement d'un pays. 3, nous avons les mines, nous avons l'industrie et nous avons l'agriculture. Parmi ces 3 secteurs, seul l'agriculture est le secteur moteur pour le développement d'un pays. Pourquoi? Parce que ça finance les 2 premiers secteurs. Ça finance l'industrie et ça finance aussi les mines. Donc, aussi longtemps que l'agriculture est à genoux,
les gens ont faim. Ils pensent que non, à Kinshasa, c'est la capitale, on ramasse le pain. Et dès qu'ils arrivent aussi, ils trouvent aussi que la situation est la même. Donc vous voyez, le problème, c'est l'agriculture qui est à genoux. Il faudra redresser, faire l'aménagement des territoires, créer de bonnes conditions dans le milieu rural. Il faudra penser à la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Ça, c'est très important. Parce qu'en 1960, quand le feu président Mobutu voulait relancer le secteur, ceux qui étaient autour de lui, qui voulaient s'enrichir, on pensait d'abord au projet qu'on a appelé à l'université des éléphants blancs, dont la rentabilité, je voulais dire, est peu douteuse. Et ça conduit le pays là où nous sommes aujourd'hui en rapport avec l'agriculture. Donc, si je comprends bien, le mal est profond et il faut des solutions aussi qui, comme on dit, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Oui, très profonde même la situation en question. Il faudra d'abord réhabiliter les routes des dessertes agricoles. J'étais au Bakongo, à Matadi, à Kinzanvouete, à Sanda et jusqu'à Boma là-bas. J'ai vu les fruits pourrir parce qu'il n'y a pas un système d'évacuation. Je vis des bananes, des maïs attaqués par des charançons. Je vis des tubercules moisiers. Et lorsque nous partons à Bandundu, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route. Mais il faudra d'abord attaquer ces problèmes-là, résoudre les problèmes des routes des dessertes agricoles dans le milieu rural. Il faudra aussi faire la politique d'incitation, c'est-à-dire créer des marchés de vente dans les milieux ruraux. Le marché primaire, le marché secondaire, ainsi de suite. Et cela va inciter les agriculteurs à faire l'agriculture. Quand il n'y a pas de marché, il dit, bon, même quand je vais produire, je vais vendre où? Et il faudra aussi, dans les temps où on avait dans ce pays une banque de crédit agricole, elle n'existe plus. Il faudra octroyer des crédits aux petits agriculteurs pour les inciter à faire des activités agricoles. Il faudra aussi, s'il vous plaît, il faudra aussi penser au financement du secteur agricole. Le budget alloué au secteur agricole dans notre pays fait pleurer. Ça ne représente rien. Mais comment voulez-vous développer le secteur agricole si le budget alloué à ce secteur est jusqu'ici insignifiant? Avant de chuter, parce qu'on tend vers la fin de cette émission, nous avons beaucoup de ressources d'eau à travers les pays, des ressources d'eau. L'accès à l'eau pose aussi problème. Même dans nos milieux ruraux, d'ailleurs, à l'époque, c'était facile d'avoir l'eau potable au village. Aujourd'hui, c'est devenu un problème. Est-ce que la nature a changé? Parce que là, c'était naturellement, on trouvait l'eau potable. Mais pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Oui. Sans parler politique du gouvernement et tout ce que vous avez énuméré ici, qu'est-ce qui a changé? Oui, la nature a changé. Mais on ne peut jamais exclure aussi l'autorité publique dans ces problèmes. On ne peut jamais exclure. La nature a changé, il y a un problème de changement climatique, il y a un changement de la croissance démographique et tout ça peut avoir des impacts négatifs sur les ressources hydrauliques. En tant qu'expert en hydrologie, j'ai fait mes études dans Indian Institute of Technology, Roorkee en Inde. J'ai fait l'hydrologie. La question d'accès à l'eau potable, on m'a dit, c'est une question de prévision. Prévoir quoi? Mettre l'accent sur la quantité de ressources en eau que nous avons dans le pays et puis faire l'état des lieux de la population à qui ces ressources vont servir. C'est là le problème majeur de notre pays. Nous allons y revenir un peu beaucoup plus prochainement. 30 secondes, passez votre message à toutes ces personnes qui pensent que Kinshasa, c'est le paradis, il faut quitter les villages, il faut quitter nos chefs-lieux des provinces, abandonner tout, parce qu'aujourd'hui, les travaux champêtres, moi je ne sais même plus qui s'en occupe. Tout le monde veut vivre en ville, on croit que là-bas, il y a tout, les laits, les miels coulent. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui quittent abusivement, un peu d'une manière naïve, qui prennent des camions pour venir habiter Kinshasa? Regardez notre caméra, voilà, ce sera votre dernier mot.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je dirais à toutes ces personnes que la RDC a 26 provinces. Ce n'est pas seulement Kinshasa qui doit abriter tout le monde. Nous devons nous occuper aux travaux des champs. C'est le premier travail que Dieu a donné à l'homme dans les jardins d'Éden, c'était de cultiver les sols. Sans l'agriculture, on peut faire même de petits jardins dans nos parcelles, derrière nos maisons, pour produire des amarantes, pour produire des tomates et ainsi de suite. Donc cela permettra à ce que nous pouvons avoir l'autosuffisance au niveau de notre pays. C'est ce que je peux dire. Mais en conclusion, je dirais, le peuple a voulu l'alternance dans ce pays, il y en a eu. Si le peuple voudra aussi boire de l'eau potable et voir les secteurs agricoles galoper, cela est possible. Merci, ingénieur Feli. Le message est passé. Se développer, c'est d'abord se nourrir. Merci d'être passé sur Télé 50. Et prochainement, vous serez encore les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. Messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.